Pascal Poinlane, donc, qui résumait la situation. Et ça met la table à Maxime Fizet, qui est en studio. Bonjour, Maxime. Bonjour. Vous êtes agent de prévention au Centre de prévention de la radicalisation qui mène à la violence. Vous êtes d'ailleurs, vous avez un passé de skinhead. Alors, ça vous rend, vous êtes capable de comprendre les enjeux et le processus qui peut mener justement à la radicalisation. On voulait savoir ce que vous pensiez de ce à quoi on peut s'attendre dimanche, selon votre connaissance des gens aussi qui sont impliqués dans cette manifestation. En particulier, on pense à la meute. Eh bien, dans le cas d'une manifestation comme celle-là, surtout celle de dimanche, parce qu'il y en a une samedi également, c'est très difficile de pouvoir prévoir ce qui va arriver. Néanmoins, suite aux événements de Charlottesville en fin de semaine dernière, je peux vous assurer là que j'ai remarqué que des deux côtés, autant du côté de l'extrême droite que de l'extrême gauche, on avait suivi les événements avec beaucoup d'attention. Beaucoup d'attention parce que l'extrême droite se sent évidemment justifié, même presque certifié par Donald Trump et son hésitation, ou ses faux pas, selon comment on veut le voir. Mais l'extrême gauche, elle, en revanche, se sent fâchée, même je dirais extrêmement en colère, parce que ils perçoivent, peut-être d'ailleurs avec raison, que l'attaque qu'il y a eu contre la manifestation antiraciste à Charlottesville était une forme de terrorisme. Et donc, je sais que plusieurs d'entre eux n'ont pas nécessairement la volonté d'en découdre, mais pourraient se laisser facilement provoquer. Alors, vous me dites que finalement, la gauche est plus, il y a plus de frustration chez les gens qui vont contre-manifester. Disons que le niveau de colère a augmenté. Avec le niveau de colère, il y a souvent aussi un sentiment d'urgence d'agir. Mais si je devais placer mes sous dans un pari sur un groupe, moi je dirais que comme au mois de mars, on devrait peut-être surveiller Atalante Québec là, qui avait tenté un peu de charger en fait les contre-manifestants en mars dernier, qui avaient été arrêtés d'ailleurs par l'excellent travail du service de police de la Ville de Québec. Eux, ce sont vraiment pas des enfants de cœur, là. Ils ont des historiques de violence assez réguliers, puis ils se cachent pas non plus, ce sont des néo-fascistes, et c'est surtout eux que je surveille. Atalante, Pascal Poinlane est resté en studio. Pascal, vous intervenez quand vous voulez. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, quand la meute promet que dans leur rang, il n'y aura pas de débordement, ils ont même parmi leur rang d'anciens militaires, d'anciens politiques qui surveillent la sécurité, non pas de ce qui se passe ailleurs, protègent un peu leurs membres, mais surtout veillent à ce que leurs propres manifestants ne sortent pas des rangs, parce que c'est leur réputation qui serait en jeu. Ils essaient la meute de se placer comme étant quand même plus modéré. Alors qu'Atalante, effectivement, on ne sait pas s'ils vont se présenter, on ne sait pas ce qu'ils vont faire, et même la meute l'ignore, en théorie. Du moins. C'est Atalante, comment... D'abord, c'est qui exactement Atalante? Ils sont combien, Maxime? Atalante, c'est le véhicule politique qu'un groupe de skinheads ayant pignon sur rue dans le Vieux-Québec depuis des années s'est construit à partir de leur cercle social puis de leur entourage pour véhiculer un message anti-immigration et littéralement fascisant, c'est-à-dire qu'ils empruntent à des groupes comme Casapande, Génération Identitaire. Ils sont d'ailleurs très proches aussi de la Fédération des Québécois de souche, avec qui ils partagent plusieurs membres. Et donc, c'est vraiment un véhicule politique, c'est-à-dire que en dehors d'Atalante, ces gens-là ont des activités ensemble quand même, par exemple sous l'égide du groupe Légitime Violence, donc qui a souvent défrayé la manchette, ou autour d'un groupe, d'un crew de skinheads qui se faisait appeler à une certaine époque les Stompers, qui sont vraiment pas des enfants de cœur, ça je peux vous le dire. Oui, mais est-ce qu'ils sont nombreux? Ils réussissent à mobiliser quand même 20 à 30 personnes à l'occasion, juste dans la ville de Québec. Ils ont des contacts en dehors de la région aussi pour organiser parfois des événements simultanés. Ils sont pas extrêmement nombreux, mais ce qu'ils ont pas en nombre, ils le font en virulence. Si je peux dire. Virulence. Et là, comment est-ce qu'ils pourraient, vous les imaginez intervenir éventuellement en fin de semaine? Eh bien, ça me surprendrait qu'ils le fassent pas. Je veux dire, leur petit stun publicitaire des affiches de cette semaine les a encore une fois mis sur les fûts de la rampe, puis eux s'alimentent énormément de ça. Il n'y a aucune raison pourquoi ils viendraient pas à la manifestation, mais ils ne participent jamais au contingent principal parce qu'évidemment la meute fait tout pour ne pas être photographiée dans le même cadre que ces gens-là, parce qu'ils cherchent à s'en dissocier autant que possible. Mais à Talente, eux, même s'ils voient la meute un peu comme des chiffres molles, si on veut, qui manqueraient d'envergure, se privent pas pour participer aux mêmes événements lorsqu'ils peuvent. On l'a vu au mois de mars. Oui. La meute, qu'est-ce que vous pensez des revendications de la meute? Qu'est-ce qu'ils veulent faire entendre comme message? Ben, la meute, c'est un groupe, on le considère comme un groupe d'extrême droite, malgré qu'il soit beaucoup moins dangereux qu'Atalante Québec. C'est un groupe qui véhicule un argumentaire anti-immigration fort. C'est-à-dire que même s'ils vont souvent dire qu'ils sont pas contre toutes les formes d'immigration, lorsqu'on en vient à analyser, par exemple, leur discours sur une période de temps suffisamment longue, on réalise qu'en fin de compte, ils en voudraient à peu près pas d'immigration. Par exemple, pendant des mois, ils ont essayé de nous faire croire que leur seule préoccupation, c'est l'islam radical. Puis là, du jour au lendemain, les réfugiés haïtiens les dérangent. Mais
ma connaissance, là, les réfugiés haïtiens sont pas des musulmans. Je vois pas où est-ce que ça les dérange. Et donc, on finit vraiment par constater très rapidement, surtout lorsqu'on voit les publications des membres de la meute, puis même lorsqu'on fouille un peu dans les publications des membres du conseil puis de la garde de la meute, qu'en fin de compte, c'est une guerre contre l'islam qui s'imagine être en train de faire. Ces gens-là, ils se prennent en quelque sorte pour décroiser dans une croisade. Oui. Maxime Fizet, est-ce que les gens qui vont s'opposer, la contre-manif, est-ce que vous les sentez aussi organisés, ces gens-là, que les gens de la meute? Non, pas du tout. Pas du tout. Il va y avoir plusieurs groupes. La meute, c'est un gros contingent. La meute sont extrêmement bien organisés. Ils vont absolument tout faire pour pas que leurs membres recourent à la violence, même s'il peut y avoir des électrons libres. Je sais, là, de source sûre que c'est une préoccupation sincère pour eux de ne pas paraître pour des personnes violentes. Par contre, du côté des contre-manifestants, ben là, c'est beaucoup moins organisé. Il y a des autobus, je sais pas si c'est des autobus, mais du moins du transport qui s'organise à partir de la région de Montréal vers Québec. Ça va être plusieurs groupes, ça va être plusieurs tendances. Je sais pas si, par exemple, le mouvement étudiant révolutionnaire va être là. Il va vraiment falloir, c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle le centre m'envoie sur le terrain pour ce genre d'occasion-là, parce qu'on apprend énormément sur la dynamique des groupes lors de ces manifestations-là. Oui, mais ces gens-là, il y a justement parmi les suprémacistes blancs qui ont manifesté à Charlottesville, il y avait des gens qui parlaient de la violence de la gauche. Est-ce que justement, il y a une certaine violence qui peut s'exprimer de la part de ces groupes de gauche ou ces contre-manifestants aussi? Je sais pas à quel point on peut s'attendre à ce que ces groupes-là soient violents. Est-ce qu'ils le sont vraiment? Parce que est-ce que c'est une légende urbaine là qu'on tente d'alimenter, ou est-ce qu'on a vraiment vu des briques se faire tirer par ces contre-manifestants? Il y a beaucoup d'exagération. En ce moment, il y a beaucoup de désinformation quant au supposé Antifa. Il y a même des gens qui disent que ce serait une organisation nord-américaine et tout. C'est faux. En fait, les Antifas en général, c'est des gens dans une ville qui se rencontrent une fin de semaine sur deux pour discuter des fachos en ville puis organiser des événements comme ça. Mais même si il y a beaucoup d'exagération, il y a un fond de vérité quand même, il faut l'admettre. Il y a des événements où est-ce que justement ça l'a peut-être un peu plus clashé, si je peux me permettre l'expression. Je dirais pas jusqu'à dire que c'est des gens qui lancent systématiquement des briques, mais on a vu quand même certaines cellules de l'extrême gauche en marge des manifestations de la meute arracher des drapeaux du côté de l'extrême droite, ou des collectifs à Montréal vandaliser des commerces. Ce sont des milieux qui sont liés à l'extrême gauche, et tout ce qui est extrémiste peut produire une forme de violence. Et Maxime Fizet est toujours avec moi, Pascal Poinlane aussi, parce que Pascal est allé sur le terrain rencontrer les gens qui allaient manifester et contre-manifester. Juste pour faire un peu de pouce sur ce que vous disiez un peu plus tôt, parlant des organisateurs de la contre-manifestation. C'est sûr, je leur ai demandé, vous allez vous préparer comment? Est-ce que vous allez avoir, par exemple, des bâtons, des boucliers? Parce qu'on voit ça un peu dans les images. Et c'est pas du tout leur plan, mais en même temps, ils sont conscients que ça pourrait barder. Donc, ce que me disait le Pablo Roy Rojas, c'est que ils vont dire aux gens qui ont l'intention de participer dans leur rang, là, que c'est pas une place pour les enfants. Ils savent que il pourrait y avoir des injures, par exemple, et tout ça. Et ils espèrent que les policiers vont les traiter comme les bons dans l'histoire et qu'ils vont être protégés par les policiers. Mais il m'a pas dit exactement comment ils allaient, eux, s'équiper pour faire face à une possible violence. Donc, est-ce qu'à un moment donné, c'est ça, c'est que s'il y a des gens qui ont des outils, pour se défendre, à un moment donné, ils peuvent aussi les utiliser à d'autres fins et donc riposter. Alors, c'est là où il y a un point d'interrogation à mes yeux. Oui, il va falloir être prudent, mais c'est sûr que c'est pas une place pour les enfants, ni si vous voulez assister même au défilé, non, c'est pas une bonne idée. Maxime Fizet est agent de prévention au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. J'aimerais ça vous entendre à propos du climat qui règne. Est-ce que, d'abord, vous avez une ligne d'assistance? Qui vous appelle? Est-ce qu'il y a plus de gens qui vous appellent? Ah oui, on a remarqué une augmentation constante de nos demandes d'assistance, surtout via notre ligne Info Radicale, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore comptabilisé les demandes faites par formulaire web. Mais depuis le mois de janvier, je peux vous dire qu'on a reçu, en date de lundi d'ailleurs, ça a sûrement augmenté, 823 demandes d'assistance pour la grandeur du Québec, dont 180 qui sont directement liées à l'extrême droite, donc des cas suspectés de radicalisation d'extrême droite. Et sur ces 180 demandes liées à l'extrême droite, 70% étaient originaires de la région de Québec. Et je peux vous dire également que sur les 180 demandes liées à l'extrême droite, il y en a plus d'une vingtaine qui ont été référées au service policier pour des raisons de sécurité. Ah oui. Et quand les gens vous appellent, comment vous les guidez, comment vous les orientez? Bien, ça dépend de la demande. Souvent, ça va être des personnes qui vont appeler pour un proche ou un collègue ou un camarade à l'école. Parfois, c'est même des gens qui appellent pour eux-mêmes. Ça peut paraître
surprenant, même contre-intuitif, mais il y a des gens radicaux qui sont conscients qu'on cherche à les aider puis qui vont demander notre aide parce que nous, on fait pas du lavage de cerveau, on fait pas non plus du profilage, on fait pas de l'intelligence pour la police, non, nous, on fait du communautaire. Donc, on va aider tout le monde. Mais lorsque quelqu'un formule une demande, en fait, dès le moment où la demande est formulée puis qu'on a un levier d'intervention, c'est-à-dire qu'on a un moyen d'agir sur cette personne-là, on va créer un plan d'intervention qui est 100% individualisé en petit comité, et on va consulter les personnes à l'interne qui sont les plus, disons, proches de la situation, les plus capables, pour vraiment créer quelque chose d'entièrement personnalisé puis de très, disons, intégré, si je peux me permettre l'expression. Et là, vous me dites qu'il y a une vingtaine de cas qui sont jugés suffisamment sérieux pour que la police se mette à travailler sur ces cas. Une vingtaine? En quoi ça consiste à ce moment-là, le travail policier, Maxime? Ben, je suis pas policier, je peux pas vous dire exactement comment eux ils traitent ça, mais nous, lorsqu'on a, par exemple, un signalement, j'imagine que ça va souvent être, par exemple, un proche qui commence à tenir des propos un peu, pas délirants, mais conspirationnistes, qui dit, c'est le temps qu'on s'équipe, qu'on s'arme, la guerre s'en vient, ou des personnes sur Facebook qui tiennent des propos, par exemple, qui relèvent carrément de l'article 318 ou 319 du Code criminel. Mm-hmm. Ça, ce sont des cas qui peuvent avoir de véritables conséquences sur la sécurité des concitoyens. Et donc, lorsque ça arrive, on n'a pas le choix. Comme n'importe quel professionnel, par exemple psychologue ou médecin, on doit transmettre un service de policier qui, lui, va rouvrir une enquête s'il juge qu'il y a un risque pour la sécurité, afin de s'assurer justement qu'il y a personne qui est en danger. Oui. Eh bien. À quel moment un discours limite raciste, xénophobe devient un crime aux yeux de la loi? Ben, c'est une question sur la liberté d'expression. C'est vraiment extrêmement difficile de trancher. En fait, en général, ça appartient au juge. Moi, j'ai été condamné pour ça, d'ailleurs, dans le passé. Et en général, lorsqu'il est clairement énoncé une phrase ou une image ou une expression qui cherche volontairement à fomenter chez autrui la haine d'un groupe identifiable, c'est-à-dire, par exemple, souvent les immigrants, mais aussi les homosexuels, par exemple, on peut parler de propagande haineuse. Mais il y a des cas qui sont beaucoup plus simples, comme l'incitation au génocide, par exemple, faut toutes les tuer. C'est assez tranché. C'est assez clair. Mais les panneaux, la fameuse affiche, leur migration, vous la mettez dans quelle catégorie? C'est sûr que là, je suis pas un avocat, mais à mon avis, c'est probable. Faudrait la peine d'ouvrir une enquête pour propagande haineuse. C'est-à-dire que remigration, ça veut dire déportation. Je comprends aussi là qu'il y a une considération politique dans la venue de demandeurs d'asile et que évidemment, il va falloir qu'à un certain moment donné, les actions du gouvernement soient en adéquation avec la loi, parce que le fait que les demandeurs d'asile puissent pas passer par la douane, c'est aberrant. Mais en dehors de ce cas bien précis-là, le fait de demander au gouvernement de déporter tous les immigrants, moi, je considère que c'est une forme d'incitation à la haine. Et d'ailleurs, à mon avis, si je me souviens bien, en fait, le SPVQ avait affirmé ouvrir une enquête liée à la bannière qui avait été accrochée à Sainte-Foy. Oui. Maxime, vous avez quand même beaucoup plus d'appels. C'est un volume qui est jugé comment? On n'en est quand même pas un volume alarmant non plus, mais on voit qu'il y a une augmentation. Comment vous l'expliquez, cette augmentation des demandes d'assistance sur votre ligne? Ben, il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'on est plus visible, évidemment. La deuxième, c'est que depuis l'attentat à la mosquée de Sainte-Foy, il y a eu une sensibilisation quand même accrue en ce qui a trait au risque lié à l'extrême droite au Québec. Mais c'est évident qu'il n'y a pas juste ça. Il y a une question de contexte aussi. L'extrême droite est effectivement plus visible. Les nombres de likes, par exemple, sur les pages extrémistes de droite, comme la Meute, où la Fédération des Québécois de souche augmente constamment. La Meute se vantait d'avoir 1000 membres de plus en une semaine. La Fédération des Québécois de souche vient de passer à 7000. Québécois debout contre l'islam radical à 33 000. Et donc, c'est des augmentations substantielles. Ah oui, quand même, ça continue, là. Je veux dire, à un certain moment, ils vont atteindre un plateau, mais à chaque fois qu'il y a un petit orage médiatique qui en parle, ça augmente leur rang d'une certaine façon. Et donc, c'est sûr que plus il y a de gens qui s'exposent dans l'extrême droite, plus on va avoir de signalements liés à l'extrême droite. Oui. Et il y a un climat qui fait en sorte que ces gens-là sont mieux organisés. Est-ce qu'il y a on dit les gens ne sont pas racistes. La majorité des Québécois ne sont pas racistes. Ça reste quand même une majorité relativement silencieuse, dans la mesure où il n'y a pas une organisation du message qui est aussi claire que celle de ces gens qui s'expriment par la Meute ou d'autres groupes. Ben, écoutez, c'est sûr, par exemple, en théorie des mouvements sociaux, on remarque presque toujours que les groupes qui sont les plus extrêmes
c'est un paradoxe, en fait, ont le moins de membres, mais sont les plus visibles, parce que ce sont généralement les plus hargneux, les plus actifs, les plus motivés, les plus radicaux. Et donc, c'est certain que, oh oui, 53 000 membres sur la page La Meute, c'est beaucoup, oui, mais c'est quand même une très petite fraction de tous les Québécois qui sont abonnés à Facebook. En fait, souvent, ces groupes-là, qui sont populistes, vont dire que la majorité silencieuse les appuie, mais je trouve qu'elle les appuie pas tant que ça vis-à-vis de toute cette soi-disant majorité silencieuse. Est-ce que c'est bien contrôlé sur le plan politique, selon vous, en ce moment? Je me prononce pas vraiment sur les décisions politiques. Évidemment, je salue l'initiative au niveau du fédéral d'avoir ouvert un budget pour la lutte contre la radicalisation. On va voir comment ça va se manifester. Mais pour le reste, je sais pas au niveau politique où est-ce que eux s'en se situent, mais je trouve que nous, au centre, en tout cas, on fait un sacré bon travail. Oui. Rappelez-nous la ligne de votre ligne de demande d'assistance. Comment on fait pour vous joindre si on est un peu inquiet de soi? Parce que effectivement, il y a des gens qui appellent pour eux, mais pour votre entourage aussi. Oui, vous pouvez directement contacter nos services sur notre site. C'est info-radical.org et sur notre site, vous allez pouvoir trouver le numéro de téléphone pour notre ligne qui est un numéro sans frais ou un formulaire web pour effectuer. Puis évidemment, je ne vais pas encourager le monde à le faire, mais il faut quand même le dire. Je reçois aussi beaucoup de demandes sur Facebook à ce niveau-là, des demandes que je réfère toujours, soit dit en passant, à la ligne Info Radicale, parce que les intervenants qui répondent au téléphone là-bas sont beaucoup mieux formés que moi pour le faire. Maxime, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Maxime Fizet, agent de prévention au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Le maire de Vancouver, Gregor Robertson, condamne l'organisation d'une manifestation d'extrême droite prévue samedi devant l'hôtel de ville par la World Coalition Against Islam. Les organisateurs veulent protester contre l'islam et les politiques d'immigration du gouvernement canadien. Il y a une contre-manifestation qui est également prévue le même jour, donc pour dénoncer le racisme et la haine. Et avec les événements de Charlottesville aux États-Unis, ces manifestations au Canada inquiètent plusieurs citoyens. J'en parle avec Maxime Fizet. Il est agent en prévention au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence et il est aussi un ancien skinhead néo-nazi. Monsieur Fizet, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de cette manifestation prévue donc à Vancouver? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? S'en inquiéter, outre mesure, non. Je crois pas que ce soit une raison de s'inquiéter, par exemple, pour des actes de violence. Cela dit, étant donné l'escalade récente de l'activisme d'extrême droite, il est possible que des éléments plus radicaux, disons radicaux, oui, se greffent à la manifestation et posent des actes, disons, sensibles. Mais je suis convaincu que les policiers vont faire un bon travail pour l'encadrer. Une manifestation comme ça, c'est courant quand même. Ce groupe World Coalition Against Islam, est-ce que c'est un groupe que vous connaissez? Malheureusement, non, c'est pas un groupe que nous avons ici au Québec. Je vous dirais, je l'ai regardé évidemment sur Facebook. Ça ressemble énormément, par contre, aux petits groupes émergents qu'on a. Ceux qui réussissent pas à percer puis à aller chercher des dizaines de milliers de membres finissent généralement de petits groupes comme celui-là. Puis c'est plutôt courant. Là, je connais le type de groupe. Il semble qu'ils sont aussi accompagnés des soldats de l'Odin. Soldats d'Odin, oui. Ça, c'est un groupe que vous connaissez à Québec. Ah ouais, ça c'est un groupe que je connais vraiment très bien. Un soldat d'Odin, c'est une milice d'extrême droite, islamophobe, anti-immigration, qui a l'habitude de patrouiller dans des quartiers sensibles, généralement des quartiers, lisez ici, le quartier à haute population musulmane, pour faire de l'intimidation et de la provocation. Et si jamais il arrivait un événement fâcheux, ils pourraient s'en servir pour alimenter leur posture victimaire. D'accord. Vous avez été vous-même impliqué dans ces groupes racistes. Qu'est-ce qui motive un jeune à participer et à s'impliquer dans ces mouvements? La radicalisation, c'est un processus qui est vraiment complexe. Déjà, c'est un processus qui est un long enchaînement de journées quotidiennes normales. Mais en général, les personnes qui présentent assez de facteurs de vulnérabilité et trop peu de facteurs de protection vont se radicaliser dans une cause qui est déjà proche d'elle. Dans mon cas, étant donné que j'étais déjà très nationaliste, dans une famille très nationaliste pour l'indépendance du Québec, tout, lorsque je me suis radicalisé, je suis devenu, bref, ultra-nationaliste. Et à partir de ce moment-là, il n'y avait que à suivre la piste de la radicalisation avec ses théories du complot et ses sophismes pour en arriver à la suprématie de la race blanche. Mais on peut être nationaliste québécois sans pour autant éprouver de la haine pour les autres?
Absolument, tout à fait. D'ailleurs, le nationalisme civique est encore une vertu aujourd'hui, mais en ce qui me concerne, j'ai poussé ça bien au-delà du nationalisme civique et je suis pas le seul. Il y a des groupes aujourd'hui sur Facebook particulièrement au Québec qui comptent 50 000 membres et qui disent, qui veut bien les entendre, qui ne sont pas racistes, mais qui ont, lorsqu'on analyse leur discours, une vision du nationalisme qui est au moins ethnique, sinon racial, parce qu'ils parlent jamais de race, donc on va dire ethnique. Néanmoins, à part ces éléments-là, le nationalisme, c'est pas nécessairement la radicalisation. Toutes les idéologies sont fertiles pour la radicalisation. Est-ce que les réseaux sociaux ont empiré les choses? Je peux pas dire qu'ils les ont empirés, mais ils les ont amplifiés, c'est certain. Déjà, ils ont donné une vitrine à l'extrême droite dans notre quotidien. À l'époque des HTTP, il fallait écrire une adresse ou aller dans ses favoris pour consulter des sites d'extrême droite. Donc, il fallait qu'on ait la motivation d'aller les chercher. Aujourd'hui, ils apparaissent dans notre fil d'actualité, que ce soit par les nouvelles, que ce soit par le partage de nos proches ou par quelqu'un qui prend position contre ça. Et éventuellement, leur discours devient plus visible. Mais il y a aussi un élément, disons, sociétal, parce que on est à une époque particulière. Je suis pas un historien, mais j'ai l'impression qu'on vit un moment très fort de polarisation. L'apparition d'Internet a simplement disons, augmenter cette espèce de polarisation-là qui existe entre les gens. Aujourd'hui, on débat de moins en moins de manière honnête. L'Internet, il suffit de le regarder, les gens ne savent plus débattre. Et donc, l'extrême droite profite énormément de ce contexte-là qu'elle attendait, en fait, avec impatience depuis des années. D'accord. On parle d'extrême droite à Québec, on parle d'extrême droite à Vancouver, à Toronto. Aujourd'hui, à l'Université de Toronto, on a refusé un groupe de dits nationalistes blancs, on a refusé l'accès au campus en indiquant que l'intolérance, la haine et la violence n'ont pas leur place sur le campus. Qu'est-ce qui se passe soudainement qu'on en parle autant? Les événements de Charlottesville en fin de semaine dernière sont quand même, je dirais, l'élément qui crée le buzz de cette semaine. Mais ça fait un moment qu'on parle de l'extrême droite. Déjà, à partir du mois de janvier, avec le triste attentat qu'il y a eu à Sainte-Foy dans la mosquée, dans ma ville natale, il y avait quand même une sensibilité accrue pour le sujet. Mais même avant ça, depuis le mois de novembre, je constate que c'est un sujet qui revient de plus en plus. Vous remarquerez que ça coïncide quand même avec l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, qui sert un peu en fait de justification à ces groupes-là. Dès le moment où est-ce qu'ils refusent de les condamner ou lorsqu'ils tiennent des propos qui ressemblent aux leurs, c'est une forme, pour eux en tout cas, c'est une forme de certification, de légitimation, puis ça les motive énormément. C'est comme ça qu'on pourrait expliquer que les groupes d'extrême droite ne sont plus vraiment dans l'ombre et qu'ils organisent des manifestations publiques? On pourrait l'expliquer en partie comme ça, mais ça suffirait pas. Par exemple, au Québec, il y a eu un immense débat sur la place de la religion et la laïcité dans la sphère publique, et ça l'a fait couler énormément d'encre. Les politiciens ont leurs responsabilités, les médias ont leurs responsabilités, les citoyens aussi. À un certain moment, le contexte, c'est pas simplement un ou deux éléments, c'est tout le contexte qui permet à ces groupes-là de gagner en force puis en visibilité. Et il faut isoler les éléments qui leur permettent ça et travailler sur ces éléments-là qui sont en fait des sortes de facteurs de vulnérabilité collectifs. Vous travaillez au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Qu'est-ce qui peut être fait pour éviter que des jeunes se joignent à des groupes d'extrême droite qui prônent la violence? Pour ce qui est du Québec, déjà, ce qui devait être fait, le minimum a été fait, c'est-à-dire créer le centre. C'est une initiative qui est tellement, écoutez, je vous cacherai pas que même si je travaille pour eux, même avant de travailler pour eux, j'étais vraiment impressionné. Leur approche de la radicalisation est extrêmement communautaire, psychosociale et préventive. Et se fait dans tous les types de radicalisation. Elle n'a pas ciblé une forme de radicalisation. On a réussi à isoler le parcours de la radicalisation qui est le même ou presque pour tous les types de radicalisation. Ça, c'est une très bonne initiative. Toutes les provinces pourraient se doter d'un tel centre. Et les municipalités également, ça peut valoir la peine. Et évidemment, il va falloir aussi que ça passe par l'éducation. Il va falloir aussi que ça passe par les médias. Je réfère par exemple à l'excellent guide de l'UNESCO pour les journalistes qui désirent traiter le sujet
dire du terrorisme, qui permet de le faire d'une manière non polarisante. Bref, on a tous un peu notre rôle à jouer. Et je pense que, en fait, dès le moment où est-ce qu'on est assez sensibilisé pour se poser la question, les réponses viennent un peu d'elles-mêmes par après. Quelle est la première étape à franchir lorsqu'on veut déradicaliser un jeune ou un adulte? Ben, on peut pas forcer quelqu'un à se déradicaliser. Il n'y a pas de machine à lavage de cerveau, là, comme dans Orange Mécanique. Ça marche pas comme ça. On voudrait croire qu'en fait, on déradicalise les jeunes, mais c'est pas tout à fait vrai. Ce sont les jeunes, pas toujours des jeunes, des fois sont plus vieux, mais ce sont eux qui se déradicalisent. Ça vient d'eux. Lorsque la radicalisation remplit un besoin, lorsque le besoin est comblé ailleurs, la radicalisation, c'est plus l'ersatz qui va satisfaire ce besoin-là. Donc, lorsqu'on comble le besoin quelque part d'autre, ça fonctionne. Et la première étape, lorsqu'on est en face d'un jeune qui est déjà en train de se radicaliser, et donc qui est déjà en train de combler son besoin, c'est de semer le doute. Le doute, c'est sain, ça permet l'autocritique, et à partir du moment où il y a un doute, en général, les personnes qui sont de bonne foi vont avoir ce doute-là. En général, ils vont suivre une voie qui est beaucoup moins radicale que les personnes qui sont absolument convaincues de leurs idées. J'insiste sur le mot absolument ici parce que justement, c'est une forme d'absolutisme. Quel est ce besoin qui n'est pas comblé et qui mène à la radicalisation? Ça, c'est propre à chaque cas. Chaque cas de radicalisation est unique, même si dans les mécanismes derrière sont presque toujours les mêmes. Les cas sont uniques. Dans mon cas, par exemple, c'était un besoin de défendre une cause, un besoin de faire du sens dans le monde et une sorte de, je dirais, de peur face à l'avenir. Parce que les gens de ma génération, j'ai 29 ans aujourd'hui, ont longtemps pensé, puis beaucoup pensent encore, que leur avenir est pas du tout radieux par rapport aux autres générations. Et c'est tout ce que ça prend, hein, savez-vous, la radicalisation ne s'alimente pas nécessairement de la misère la plus absolue, elle s'alimente de l'injustice perçue, donc l'injustice relative. Lorsqu'une personne se croit victime d'une injustice à grande échelle, elle est beaucoup plus vulnérable à la radicalisation qu'une personne qui est consciente que les choses sont peut-être un peu plus compliquées. Et vous, Steve Fizet, comment vous en êtes sorti? La naissance de ma fille, le printemps érable au Québec, lorsque les étudiants sont sortis dans les rues pour manifester, il y a eu dans ma vie beaucoup de remises en question à ce moment-là. J'étais déjà en train de m'éloigner pour des raisons plus professionnelles que personnelles de mes camarades. À un certain point, je ne m'identifiais plus dans leurs idées. Je les ai quittés. Et éventuellement, j'ai réalisé que leurs valeurs étaient non seulement plus les miennes, mais étaient contraires aux miennes. Et donc, j'ai commencé à prendre position contre eux, ce qui m'a mené à proposer mon aide au centre de prévention au mois d'août dernier. OK, vous me pardonnerez, je vous ai appelé Steve Fizet et non pas Maxime Fizet. Mais à partir du moment où vous avez eu des doutes, est-ce que ça a pris du temps entre l'émergence de ces doutes et le moment où vous avez quitté le groupe? Bon, peut-être un an environ. Je vous dirais, pendant à peu près un an, j'ai douté. Ok, j'ai douté en reconstruisant ma vie, parce qu'il faut quand même que la personne ait quelque chose à se raccrocher. Il faut pas juste qu'elle doute dans le noir toute seule. J'ai douté en reconstruisant ma vie autour de ma conjointe, de ma fille, de mon travail, et éventuellement, je continuais à avoir des contacts avec mes camarades. À un moment donné, ça me semblait plus pertinent ni intéressant. J'ai arrêté de le faire. Et ça s'est fait. Ça a été mon désengagement. Après ça, la déradicalisation, c'est d'isoler naturellement les patterns, si on veut, là, les réflexes qu'on a, les habitudes qu'on a qui nous mènent vers la radicalisation. C'est un peu plus long, mais le désengagement total a quand même pris à peu près un an. C'est relativement rapide. Est-ce qu'il y a beaucoup de vos anciens collègues skinhead qui ont fait la même démarche que vous? C'est plutôt rare. La plupart d'entre eux, à un certain moment de leur vie, vont dire « Moi, j'abandonne le mode de vie skinhead. Moi, j'abandonne le militantisme. Je veux juste travailler, vivre notre vie tranquille. » Ils vont se désengager ainsi. C'est pas une mauvaise forme de désengagement. En fait, c'est ce que je leur souhaite du plus profond de mon cœur. S'ils parviennent pas à se déradicaliser, au moins qu'ils puissent se désengager. À partir de là, leurs idées, leurs convictions, ça leur appartient. On n'est pas la police de la pensée au centre. On peut pas les empêcher de penser ce qu'ils veulent. Maxime Fizet, agent en prévention au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Merci infiniment d'avoir pris le temps de nous parler. Ça a été un plaisir. Au revoir.